Voilà, bonjour à tous. Donc, on va balayer... non, je vais pas vous faire peur. On va parler des douleurs articulaires. Et j'espère que ça va vous intéresser au point que vous avez tous envie de devenir pédiatre rhumatologue. On recrute. Voilà. Donc, devant des douleurs articulaires, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, comme vous le savez. Il y a différents enjeux quand même, on va dire, des éléments qui sont basiques. D'abord, il faut s'assurer que les douleurs sont bien articulaires. C'est un enjeu extrêmement important, parce qu'on voit parfois des choses un petit peu bizarres. Il faut s'assurer donc que ce ne sont pas en fait des douleurs osseuses ou que le problème est périarticulaire, c'est-à-dire que ça va concerner les tendons, les muscles, les nerfs ou même éventuellement les vaisseaux. Il faut caractériser leur type, vous savez, est-ce que les douleurs sont d'origine mécanique? En gros, j'ai mal quand je fais de l'exercice et quand je m'arrête, ça se calme. Ou est-ce que les douleurs sont inflammatoires? Et là, au contraire, c'est des douleurs qui ne sont pas calmées par le repos, qui sont maximales en fin de journée, parfois la nuit, qui sont présentes le matin au réveil. Donc c'est basique, mais c'est extrêmement important pour savoir comment on va les explorer. L'autre point, qui est un point non moins essentiel, c'est reconnaître une arthrite. Parce que là aussi, on rentre dans un autre domaine. Et l'autre enjeu, c'est rechercher la cause. Et bien sûr, on a quelques obsessions. Éliminer une connectivite, une maladie systémique inflammatoire, ou une affection maligne. Ce sont deux diagnostics qu'il faut absolument avoir à l'esprit. Et enfin, parce que, bon, moi je ne sais pas quelle est l'incidence en Afrique, mais en tout cas en Europe, en France, ce sont quand même des entités qu'on voit de plus en plus fréquemment en consultation de rhumatologie. Ce sont les syndromes douloureux chroniques inexpliqués. En gros, j'ai mal partout, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va commencer par un cas clinique, on va en faire pas mal. Et donc, je vous raconte l'histoire de Fleur, qui a 10 ans, et elle a mal à la cheville depuis 1 an, elle n'est pas tombée. Il y a quand même un rythme nocturne dans ses douleurs. Elle est consultée aux urgences de multiples fois, et puis on lui a dit que c'était une entorse, on l'a plâtrée plusieurs fois, mais rien à faire, la douleur persiste. Et il y a 2 mois, elle a eu un épisode de gonflement, elle retourne aux urgences, on insiste encore, on la plâtre. On lui met une botte plâtrée, malgré tout, elle a toujours mal. Vous examinez cette jeune fille, ses articulations vous paraissent tout à fait normales, toutefois, vous voyez une douleur légère à la mobilisation de la cheville, sans gonflement, sans limitation. Vous l'examinez, vous avez une CRP qui est négative, une numération formule sanguine qui est normale. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous explorez ou est-ce que vous n'explorez pas? C'est dans sa tête ou c'est pas dans sa tête? Avant de me dire ce que vous allez faire, dites-moi pourquoi. Est-ce qu'il y a des choses... Alors, je veux dire, c'est quoi les mots-clés là? Qu'est-ce qui attire l'attention sur cette observation et qui vous dit c'est peut-être pas dans sa tête? Exactement, il y a un rythme inflammatoire. Et le gonflement, 2 éléments importants. Et vous voyez que la CRP, même si c'est négative, on s'en fiche. Les éléments cliniques, effectivement, dominent le tableau. Et donc, on a bien fait, chez cette jolie Fleur, de faire quelques explorations, parce que vous voyez que sur la radiographie standard, il y avait déjà des informations. Vous voyez ici à gauche ces zones d'ostéolyse qui vont toucher les métaphyses, avec un renforcement ici, avec des bandes de sclérose. Quand on connaît la maladie, on a pratiquement le diagnostic. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Bon, alors on continue, tant mieux. Et donc, on a continué les explorations pour cette jeune fille et on a fait une IRM et qui, voyez ici, montre tout à fait cet aspect, ces hypersignaux au niveau de la métaphyse. Il y a aussi quelques éléments un petit peu dans les parties molles. Est-ce que ça vous parle plus ? Non? Eh bien, le diagnostic, c'est une ostéomyélite récurrente multifocale. Donc, c'est une maladie auto-inflammatoire, je dirais, d'origine inconnue, qui n'est pas du tout exceptionnelle. Et beaucoup de ces enfants consultent et on dit que c'est des douleurs de croissance et ça va passer, alors qu'il y a une vraie maladie en dessous. Donc, cette maladie se manifeste par des douleurs osseuses. Parfois, on a l'impression que c'est l'articulation, parce que ça touche la métaphyse, on est très proche de l'articulation. Mais bien entendu, dans ces cas-là, l'articulation est très souvent normale. Maintenant, il y a quelques tips cliniques qui sont extrêmement évocateurs. En particulier ici, vous voyez le gonflement au niveau du tiers interne de la clavicule. Ce n'est pas une localisation extrêmement fréquente, mais extrêmement parlante.
Et il y a aussi parfois des tuméfactions qui peuvent toucher la mandibule. Alors ceux-là, en général, surtout quand il n'y a que la tuméfaction mandibulaire, ils vont en stomato, ils ont des biopsies, etc. Et puis ils finissent par atterrir en rhumatologie. C'est pas ça, dites-nous ce que c'est. Okay ? Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Donc ces douleurs, en fait, les localisations de cette ostéomyélite récurrente multifocale, c'est les mêmes localisations que dans les ostéomyélites d'origine infectieuse. Sauf que là, c'est un phénomène qui est purement inflammatoire, vous n'avez pas trouvé un microbe dedans, d'accord ? Et donc, ça touche essentiellement la métaphyse des os longs, mais ça peut toucher les vertèbres, la mandibule, la clavicule. Et vous voyez que le diagnostic, finalement, se fait avec un radiologue qui connaît bien la maladie. Nous, on a beaucoup de chance à Bicêtre, on a une femme extrêmement fortiche sur cette maladie. Et vous voyez qu'elle va montrer des localisations multiples. Très souvent, il y a quand même des lésions qui sont bilatérales. Et vous voyez ici toutes ces zones d'hyperfixation dans les métaphyses. Et bien sûr, l'IRM corps entier va permettre de faire un diagnostic parce qu'on va trouver l'atteinte multifocale, d'accord, de cette maladie. Donc c'est un diagnostic avant tout clinique, il faut y penser parce que si vous n'y pensez pas, vous ne ferez jamais de diagnostic. Et ensuite, l'IRM Total Body donc, va faire le diagnostic. Alors, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, le patient va se plaindre d'une douleur au niveau d'une zone portante, quand même, le plus souvent. Mais quand on fait l'IRM Total Body, on va trouver d'autres lésions. Ça peut être vraiment, ça peut toucher beaucoup de secteurs. On va faire comme ça. Alors, pour revenir finalement à la discussion sur les douleurs de croissance, que c'est quand même le grand diagnostic différentiel, eh bien, quels sont les éléments cliniques typiques de cette maladie ? Eh bien, c'est le site de la douleur. En général, les enfants qui se plaignent de douleurs de croissance, c'est des douleurs qui sont bilatérales, c'est rarement unilatéral. Ça siège très souvent dans les membres inférieurs, vous savez que c'est souvent les douleurs sur les crêtes tibiales, les mollets ou éventuellement au niveau du haut du creux poplité. Parfois un peu les chevilles. Quand c'est pas là, c'est plus discutable. Mais cette localisation est vraiment la plus fréquente. L'horaire de la douleur, alors là c'est un petit peu paradoxal, mais c'est quand même plus souvent le soir ou en fin d'après-midi. Ça peut être aussi la nuit, et c'est vécu avec beaucoup de douleur, un peu comme des brûlures. Ça peut durer quelques minutes, ça peut durer quelques heures, et au bout du temps, les mamans se lèvent, vont faire des massages, et les douleurs partent comme ça. Les antalgiques peuvent aider, mais en général, la douleur n'est pas de durée extrêmement longue, ce qui fait que bien souvent, avant qu'ils aient fait effet, eh bien, ça passe. Un autre élément qui est important, c'est qu'il n'y a pas de douleur le matin. Pas de douleur le matin. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce n'est pas tous les jours. C'est quelques jours seulement. Alors certains disaient que c'est les journées où il y a plus d'activité physique. Ce n'est pas toujours vrai. Donc il ne faut pas toujours prendre ça comme élément pour se dire c'est un diagnostic de douleur de croissance. Et également la sévérité de la douleur, c'est quand même une douleur qui peut être vécue dans l'intensité, mais ça dure quand même pas très longtemps, les massages calmes, etc. Et dans le temps, il n'y a pas d'aggravation. Là aussi, devant une douleur, qu'elle soit articulaire ou osseuse, l'évolution de la douleur dans le temps, c'est un élément extrêmement important pour savoir est-ce que je dois m'inquiéter ou pas m'inquiéter. Et bien entendu, il faut qu'on ait un examen clinique strictement normal. Normalement, si on a un examen clinique strictement normal et que les douleurs rentrent dans le cadre de ce que je vous dis, pas d'examen complémentaire. Ce n'est pas la peine, c'est un diagnostic clinique. D'accord ? Et finalement, quand est-ce que je dois m'inquiéter ? Bien entendu, l'interrogatoire, comme vous le savez, donc très important. L'examen clinique soigneux sont critiques pour le diagnostic différentiel. Un enfant avec une histoire typique et un examen clinique normal, pas d'examen complémentaire. Je dis ça parce que je vais arriver en consultation avec des radios, des scanners, des machins, des choses un peu ahurissantes et très anxiogènes en fait, pour un enfant qui en fait n'a pas grand-chose. Si effectivement vous êtes devant une histoire atypique, une histoire de gonflement, que sais-je, ou des douleurs qui augmentent dans le temps, vous pouvez rechercher une inflammation biologique, ça c'est le minimum, et éventuellement faire des radios. Voilà, mais c'est uniquement dans ces cas-là qu'on va pousser les examens complémentaires. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre cas clinique, c'est Alma qui a 11 ans. Et elle a présenté, oui, c'est une histoire récente, elle se plaignait de l'épaule droite. Au début, l'ibuprofène était efficace. Et puis, petit à petit, avec le temps, elle a commencé à avoir une petite fièvre de bas niveau. À ce moment-là, elle a eu des examens complémentaires, vous voyez, qui montraient quand même un certain degré d'inflammation biologique.
Je vous laisse apprécier sa radio, hein, où il y a donc ces zones avec une déminéralisation hétérogène au niveau de sa tête humérale droite. Vous êtes inquiet? C'est grave, docteur, ou pas, a priori? Hein? Oui, enfin, ostéoporose, il y a de l'inflammation. Hein, donc, quand même, on s'inquiète un peu pour Alma. Et la première hypothèse qui a été soulevée chez cette jeune fille, c'est une hypothèse d'une ostéomyélite de l'épaule. Ça vous plaît, ce diagnostic? D'abord, c'est la tête, c'est pas la métaphyse. Et la localisation la plus fréquente de l'ostéomyélite, c'est le genou. Donc, on est déjà sur une histoire un peu originale. Bon, pour autant, à ce stade-là, elle a eu des antibiotiques, mais sa situation ne s'est pas arrangée. Et surtout, elle a commencé à avoir mal à l'autre épaule. Voilà, et il y avait toujours de l'inflammation dans le sang qui était un peu plus importante qu'au début. Alors, est-ce qu'elle a une biarthrite de l'épaule? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous lui feriez? Quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à cette observation? Exactement. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Avant. Hein? Tout à fait, on aurait pu faire ça, tout à fait. Alors, elle a une numération qui est normale, qui n'oriente pas, en tout cas a priori, en premier niveau, vers une leucémie. Donc, vous pensez à une tumeur solide. Quel examen simple qui peut rapporter gros? Plus simple encore. L'échographie. De quoi? Du ventre. Du ventre. Elle a eu une échographie du ventre, tout à fait, cette jeune fille. Et puis, à l'époque d'ailleurs, c'est une patiente, on l'avait au téléphone, elle était dans un autre hôpital, et on s'est dit, ça c'est quand même bizarre, il y a de l'inflammation, tout ça, on s'est dit, ça pourrait être une maladie de Gaucher, un truc comme ça, on pensait à des choses déjà un petit peu atypiques, pour tout vous dire. Et on leur dit, elle a une rate, on ne l'aperçoit pas cliniquement. Faites une écho-abdo, comme ça on verra, puis ça permet aussi d'éliminer d'autres causes. Donc vous avez vraiment toutes les choses, tous les éléments. Et l'échographie a retrouvé une masse abdominale et l'IRM corps entier, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, là. Qu'est-ce que c'est? Un neuroblastome au niveau de la glande surrénale. Donc vous voyez que le masque rhumatologique, attention, et vous voyez qu'elle avait en plus des métastases, la pauvre, un peu partout, cette petite. Donc on l'a vue tardivement, avec une maladie déjà très avancée. Donc les leçons de cette histoire. Les leçons de cette histoire. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, l'ostéomyélite, c'est la métaphyse des os longs, que ce soit l'ostéomyélite récurrente multifocale ou l'ostéomyélite infectieuse. Ça atteint rarement 2 foyers. Ça peut arriver, mais c'est rarement bifocal quand même. Bon. Une autre chose, les rhumatismes inflammatoires de l'enfant, ça commence pratiquement jamais à l'épaule. C'est beaucoup plus sur des arthrites périphériques. Donc là aussi, ça met les choses un petit peu de côté. Voilà. Et cet aspect aussi très hétérogène, qui a un peu d'ostéonécrose, ça aussi, ça ne va pas dans le sens d'un rhumatisme inflammatoire. Donc les maladies malignes sont des pièges connus, et chez l'enfant, c'est essentiellement la leucémie et le neuroblastome métastatique. Et quand effectivement on est devant ce questionnement, il faut demander une évaluation multidisciplinaire. On appelle ses collègues. T'en penses quoi? On ne reste pas là avec un problème qui, plus on laisse le temps passer, plus il peut être méchant. Alors, autre observation, là on change un peu d'âge, c'est Amélie qui a 4 mois. Et elle pleure. Donc les parents viennent aux urgences parce qu'en plus elle a de la fièvre, 38,3. Et elle a son membre inférieur gauche qui est figé en rotation externe. Si vous essayez de bouger, elle hurle. D'accord? Et bien sûr, la flexion et les rotations de hanches sont impossibles. Est-ce que vous avez déjà le diagnostic? Bravo. Arthrite de quel genre? De quel genre l'arthrite? Septique, exactement, l'arthrite septique, parce que là, on a la pseudo-paralysie de la hanche. D'accord? Donc là,
le diagnostic il était clinique, hein, je suis d'accord avec vous, mais il a été confirmé en échographie. Alors là, il faut que je vous montre quand même les clichés. Et donc voilà l'échographie de la Miss. Et donc vous avez la hanche ici qui est contralatérale, mais vous avez la hanche atteinte. Et vous voyez très bien ici que la hanche est sous pression et qu'il y a ce liquide un petit peu hétérogène. À la limite, le radiologue, il vous dit elle a l'arthrite septique. Hein. Il le voit, hein, effectivement, à l'aspect du liquide. Donc c'était effectivement une arthrite septique. Alors, parce que c'est le grand diagnostic différentiel, c'est le grand diagnostic à Paris. Hein. Tout enfant qui a un problème qui boite à Paris a un rhume de hanche. Alors il faut quand même se faire attention qu'il n'y a pas que le rhume de hanche dans la vie, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Hein. Ah ben mince. Alors, la synovite transitoire de hanche, c'est effectivement la cause la plus fréquente de douleurs de hanche et de boiterie chez les enfants, ça on est d'accord. L'âge de présentation habituel, c'est entre 4 et 10 ans. Je dirais, il y a un élément essentiel, jamais avant l'âge de 2 ans. Impossible, c'est autre chose. On n'a pas le droit de porter ce diagnostic avant 2 ans. Et il y a une petite prédominance masculine. C'est caractérisé par sa bénignité et par une résolution spontanée des symptômes en quelques jours, en ne faisant pas grand-chose, l'enfant faisant lui-même son traitement en esquivant. Hein, donc, en général, il n'y a pas grand-chose à faire quand même. Donc, il faut quand même faire attention que boiter et même avoir un épanchement dans la hanche, ce n'est pas très spécifique non plus de quoi que ce soit, et un train peut en cacher un autre. Hein, donc, ça peut être le mode d'entrée dans quelque chose de beaucoup plus sévère que ça. Et en particulier, il faut penser aux spondylodiscites, qui sont aussi des infections qui se manifestent par une boiterie et que, en général, la hanche est normale, mais bon. Et puis, il peut y avoir d'autres choses. Hein, j'ai vu aussi leucémie, etc. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention à ça aussi. Et le problème, il y a une grosse question quand même qui se pose, c'est que ces enfants qui viennent aux urgences et qui boitent depuis 5 minutes, moi ce que je vois c'est qu'on leur fait quand même beaucoup d'examens. Hein, pour un truc qui va passer tout seul, etc. Donc c'est quand même une grande question aujourd'hui. Est-ce qu'il faut les explorer? Quand est-ce qu'il faut les explorer? Etc. Alors, la valeur de l'échographie articulaire, vous la connaissez, chez un enfant qui a des signes cliniques. Ça, je le dis toujours, s'il boite et que la hanche est normale, c'est pas la peine de lui demander une écho de hanche, le problème n'est pas là. Hein, donc déjà on l'examine, on regarde toutes les articulations, etc. On regarde aussi tout ce qui peut donner une douleur projetée, on recherche une raideur du rachis, le pelvis, enfin il y a un tas de choses à regarder. Et si la hanche est normale à l'examen, je ne demande pas une écho de hanche, ça sert strictement à rien. Mais enfin, quand la hanche n'est pas normale, alors effectivement, on peut trouver un épanchement liquidien, en général dans le récessus antérieur de la hanche. C'est un examen qui est extrêmement sensible, voire trop sensible. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un épanchement de hanche et avoir rien du tout. Moi, je ne suis pas sûre aujourd'hui, je me fais une écho de hanche, je n'aurai pas un épanchement. Hein, donc, il faut faire attention, c'est spécifique de rien du tout. Ça a du sens si effectivement, il y a un examen clinique qui vous montre une hanche qui est anormale, dans un contexte d'enfant qui a une boiterie d'esquive, parce que s'il ne pose pas le pied par terre, c'est un sepsis, d'accord, donc une boiterie qui est modérée, là, ça a du sens, hein, et ça va un peu dans le sens de ce que vous suspectiez. D'où la question, finalement, à quoi ça sert, puisque je le sais déjà. Mais ça reste quand même l'examen de référence. Et l'épanchement est souvent abondant, parce que c'est pour ça qu'il est douloureux d'ailleurs, parce que quand il n'est pas très abondant, en général, ça passe inaperçu. Il est anéchogène et il est associé, en général, on fait une radiographie face plus profil, en général pour éliminer l'ostéochondrite. Sauf que, c'est toujours pareil, ce n'est pas la même séquence des douleurs. L'ostéochondrite, la douleur, elle est persistante, elle s'aggrave dans le temps. Donc, sur le plan sémiologique, ce n'est pas la même maladie. Maintenant, si on ne sait pas, ça reste quand même correct de faire cette radio standard, effectivement, pour éliminer ce diagnostic. Donc, épanchement intra-articulaire ne signifie pas synovite. Vous avez vu du liquide, vous n'avez pas vu un épaississement de la synoviale. Donc, c'est pas la même, on appelle ça synovite transitoire de hanche, mais clairement, quand vous voyez qu'un épanchement, c'est cohérent, mais vous n'avez pas confirmé une synovite transitoire de hanche. Donc, bien entendu, les diagnostics différentiels, et ça, vous avez tout de suite fait le diagnostic chez Amélie, de l'arthrite septique, parce qu'en plus, c'est la tranche d'âge, le moins de 2 ans. Là, donc l'ostéochondrite, ou maladie de l'expert-Calvé, où très souvent, si on a traîné un petit peu, il peut déjà y avoir des signes radiologiques. Ou alors, c'est le reflet de quelque chose qui se passe à distance, une ostomyélite, une métastase, une hémopathie, il y a beaucoup de choses qui peuvent donner mal à la hanche. Ou alors, c'est un glissement, une épiphysiolyse et un glissement postérieur de la tête fémorale. Bon, ça se voit un petit peu quand même. Donc pareil, ce n'est pas la même séquence, mais l'intérêt de la radio de profil pour voir le glissement éventuellement postérieur de la tête.
et éventuellement la forme monoarticulaire d'arthrite juvénile, mais comme je vous dis, ça commence extrêmement rarement, je dirais même exceptionnellement, sur des articulations genre la hanche ou l'épaule. C'est beaucoup plus sur des articulations périphériques. Hein, donc ce n'est pas la chose à penser du tout en premier lieu. Alors l'évolution, parce que tout le monde se pose la question, donc l'évolution de ces synovites transitoires de hanche, en général, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est très variable. En général, ça dure quelques jours, mais il y a parfois des évolutions un petit peu prolongées. On ne sait pas trop si le cercle vicieux, c'est les bénéfices secondaires, éventuellement, etc. Mais enfin, bon, il y a quand même des enfants qui ont des douleurs prolongées. Et vous voyez que 3 à 8% des patients ont des symptômes persistants plus d'un mois. La récidive, c'est fréquent. Vous voyez, 75% des récidives dans les 6 premiers mois. Et dans 25% des cas, la hanche de l'autre côté peut également être atteinte. Les radiopédiatres, souvent, quand ils font une radio pour une synovite transitoire de hanche, ils regardent bien entendu la hanche intéressée, ils regardent la hanche contralatérale et ils regardent le pelvis, hein, pour être sûr qu'effectivement, on n'a rien laissé passer. Donc finalement, la récidive, c'est fréquent, et ce n'est pas parce qu'il a récidivé 3 fois, 4 fois, que pour autant, il a un rhumatisme inflammatoire. Parce que ça aussi, c'est des patients qu'on nous adresse en consultation de rhumatologie. Assez souvent, on ne trouve rien de plus, hein, que finalement, c'était une synovite transitoire de hanche qui a récidivé. Alors, autre élément quand même extrêmement important, c'est reconnaître l'arthrite. Alors, on va se fixer sur cette image. What do you see? Il faut déjà me dire ce que c'est. C'est un genou. Alors, qu'est-ce qui vous choque visuellement sur ce... Est-ce que vous êtes choqué visuellement par ce genou? Déjà, la première question. Avant de me dire la cause, qu'est-ce que vous voyez? Exactement, le genou. Et pourquoi vous le trouvez gonflé? C'est quoi qui vous met la puce à l'oreille? Pourquoi il est gonflé? Oui, on ne voit plus les reliefs habituels du genou. Hein, donc, il y a un effacement des reliefs, le genou est gonflé. Bon, est-ce que vous voyez autre chose? Non, il n'est pas rouge. Hein. L'amyotrophie, exactement. Hein, il y a l'amyotrophie ici de la cuisse. C'est pratiquement le corollaire. Hein, quand il y a une arthrite persistante, au bout d'un certain temps, il y a une amyotrophie. Ça va très vite, hein, pour les pathologies du genou. D'ailleurs, même quand ce n'est pas l'arthrite, hein, si c'est l'arthrose ou quoi, le genou, ils fond. Et il y a un dernier élément, il y a 3 choses à voir. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué à voir là, mais quand même. Ce genou, il ne va pas à l'extension. On appelle ça un flexum. Hein, donc, il y a 3 éléments. Le genou est gonflé parce que, effectivement, je ne vois pas les reliefs normaux du genou. Il y a l'amyotrophie et il y a le flexum. Et bien ça définit l'arthrite. Et si vous le touchez, ce genou, probablement, il est un petit peu chaud. Je vous rappelle, ça c'est avec le dos de la main, parce que c'est beaucoup plus sensible que, effectivement, la paume de la main. Et là, vous avez d'autres localisations, hein, d'arthrite, ici au niveau des doigts, et ici, hein, au niveau des pieds. Et ce qu'il faut voir ici, c'est le gonflement ici de ce premier orteil, hein, donc ça peut se localiser un petit peu partout. Donc bien sûr, j'examine mes articulations, les reliefs, la symétrie, la déformation, la chaleur locale, la limitation, hein, ça aussi c'est le corollaire de l'arthrite, hein, que l'articulation soit limitée. Et bien sûr, dans les éléments du gonflement, il y a d'une part l'épanchement, hein, donc il y a du jus dans l'articulation, mais ça peut être également du panus, hein, c'est l'hypertrophie synoviale parfois qu'on va trouver. Très souvent, les épanchements du genou, ils sont très souvent dans la bourse sous-quadricipitale, c'est-à-dire c'est ici en haut du genou que vous allez trouver le plus d'épanchements. Donc je vous invite à les regarder par là, parce que c'est vraiment dans cette région qu'on va trouver le plus d'épanchements. Bien entendu, en périarticulaire, je regarde effectivement si j'ai une inflammation des tendons, aussi, et les bourses séreuses, et bien sûr, je regarde le tégument en regard, qui, je le rappelle, dans l'arthrite, la peau, je veux dire, il n'y a pas de rougeur cutanée, hein, pas du tout. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait une fluxion absolument énorme, mais dans les arthrites rhumatismales, en général, la peau est tout à fait normale. Et je vais vous montrer cette poupette qui, voyez, s'est présentée avec une biarthrite de genou. Je parle de l'épanchement de la bourse sous-quadricipitale, ça se voit très bien ici. Hein, donc elle a vraiment une biarthrite des genoux. Et elle aussi, vous ne le voyez pas bien parce que l'épanchement est énorme, mais elle a aussi une amyotrophie. Et ces enfants, ils viennent tard à la consultation de rhumatologie.
Pour plusieurs raisons. Parce que à cet âge-là, c'est une petite fille, ils se plaignent pas les enfants, ils disent pas j'ai mal. Et les parents ne repèrent pas forcément le flexum, que l'enfant ne va pas mettre sa jambe en extension quand elle marche. Et quand c'est bilatéral, bon, elle marche bizarre, mais si vous voulez, il n'y a pas vraiment une boiterie ou quoi. Donc c'est quelque chose qui est tard. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne connaît pas le rhumatologue pédiatre. Donc il se retrouve chez le kiné, chez l'orthopédiste, etc. Et nous, on voit de moins en moins, parce que l'hôpital avec lequel on travaille, maintenant, ils connaissent très bien ces pathologies, mais avec des enfants à qui on a ouvert le genou pour faire des biopsies et je ne sais pas quoi, etc., avec un genou en flexum irréductible, alors que la polyarthrite est évidente quand on examine l'enfant. Donc le circuit reste encore un petit peu compliqué, parce que la clé du truc, c'est de reconnaître l'arthrite. Donc ça, c'est la forme oligo-articulaire d'arthrite juvénile, c'est la présentation la plus fréquente de cette maladie, qui n'est pas une maladie exceptionnelle, c'est 1 pour 1000 enfants de moins de 15 ans, c'est même pas une maladie rare. Donc forcément, vous allez la voir. Et cette forme donc, touche essentiellement des petites filles, en général vers l'âge de la marche, moins de 4 ans, d'accord, et se manifeste, le genou, c'est l'articulation la plus fréquente, d'accord. Donc ça se présente, soit c'est une forme monoarticulaire, vous avez une monoarthrite, ou alors vous avez en général moins de 4 articulations atteintes, enfin 4 au maximum, en tout cas au début de la maladie. Donc surtout des petites filles, il y a un enjeu essentiel de faire le diagnostic de cette maladie, outre le fait de repermettre de marcher correctement à cette jeune fille, c'est l'œil. Parce que dans cette forme-là, il peut y avoir des atteintes, des uvéites, des inflammations de la chambre antérieure de l'œil, qui ne donnent pas des yeux rouges, qui ne donnent pas des douleurs, mais qui peuvent faire un dégât considérable quand c'est diagnostiqué tardivement. Donc, dès qu'on a ce diagnostic, en tout cas qu'on y pense, il faut que les enfants aillent chez l'ophtalmo pour faire un examen à la lampe à fente. Si l'ophtalmo vous dit « elle n'a pas les yeux rouges, elle n'a pas mal, etc. », vous changez d'ophtalmo, parce que ça veut dire qu'il ne connaît pas la pathologie. Donc, ils ne se plaignent pas, ces enfants-là. Alors, parfois, on se dit « comment est-ce que je vais faire la différence entre une arthrite septique ou une arthrite inflammatoire ?» Il y a quand même quelques éléments. La fièvre, c'est absolument essentiel. En général, dans ces formes oligo-articulaires que je vous ai montrées, les enfants n'ont pas de fièvre. D'accord ? Donc, quand il y a la fièvre, on va toujours se poser la question. L'intensité de la douleur, comme on a dit tout à l'heure, un enfant qui ne pose pas le pied par terre, ce n'est pas un rhumatisme inflammatoire. Il a un sepsis. Il a une ostomyélite ou une osteoarthrite, mais ce n'est pas un rhumatisme inflammatoire. L'impotence fonctionnelle absolue, comme on a vu, l'atteinte de la hanche fréquente, surtout chez les enfants de moins de 2 ans, et généralement, c'est monoarticulaire, ça touche rarement plusieurs articulations, et bien sûr, la résolution sous l'antibiotique. Dans les formes de rhumatisme inflammatoire, en tout cas dans la forme oligo-articulaire, il n'y a pas de fièvre, en tout cas, ce n'est pas du tout au devant de la scène. La douleur est faible ou moyenne, l'impotence fonctionnelle est relative, elle pose quand même le pied par terre. Il y a en général plusieurs articulations, c'est pratiquement jamais la hanche, et il y a quelques signes d'auto-immunité, mais ça, à la limite, on s'en fout. Déjà, au moins sur la présentation clinique, c'est très important. Donc, on va passer à un autre cas, c'est Ava, qui a 14 ans. Et Ava, en avril, elle est tombée sur les fesses en roller. Elle ne pouvait plus marcher. Et elle arrive à la consultation en fauteuil roulant, ce qu'on déteste. Et finalement, après, elle a béquillé. Et puis, finalement, on lui a mis un corset. Et on a trouvé un tassement au niveau de T11, T12. Malgré tout, les douleurs ont persisté toute l'année 2018 et même jusqu'en 2020, où en 2020, il y a des nouvelles douleurs maintenant. Elle a mal à la hanche, à l'épaule, au poignet, au doigt, où elle a des sensations de serrement. Elle a pris un tas d'antalgiques, voire des antalgiques de palier 3. Elle a quand même quelques antécédents. Elle a une obésité avec un EMC à 34. Elle est polydys, comme disent les parents. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin... Vous saurez probablement plus que moi, ça sort un peu de mon... Et elle a eu une craniosténose, elle a une hypercholestérolémie familiale. Il y a un absentéisme scolaire extrêmement important. Il y a eu de nombreuses prises en charge qui n'ont pas été poursuivies sous prétexte du confinement. À l'examen clinique, elle a des vergetures non pourprées, un acanthosis nigricans, un rachis souple en totalité, avec un Schauber au-delà de 10+4, donc elle n'a vraiment aucune raideur au niveau du rachis. Ses articulations, l'examen neurologique, les muscles, enfin bref, en dehors de son obésité, elle a un examen clinique strictement normal, cette jeune fille. Et au milieu de la quantité d'examens qu'on a pu lui faire, je vois que la numération, la VS et tout ça sont strictement normaux. Alors, il y a quand même des antécédents familiaux un peu chargés. Il y a donc une hypercholestérolémie familiale
avec beaucoup d'obésité dans la famille et des morts précoces par infarctus du myocarde. La maman de cette jeune fille a été plusieurs fois pontée alors qu'elle a une quarantaine d'années. Donc c'est extrêmement stressant pour tout le monde. Vous voyez, elle a aussi le diabète de type 1 depuis l'âge de 12 ans, de l'artérite, elle a les stents, etc. La maman, elle a une fibromyalgie, algodystrophie, enfin bref. On est quand même dans un environnement où il y a beaucoup de pathologies. Et il y a 2 frères qui sont en bonne santé, mais toute la famille, bien entendu, s'investit autour de cette maman, et particulièrement Ava. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous faites? Ouais. On peut envoyer chez le psychologue si on en connaît. En tout cas, à l'hôpital, c'est pas évident, mais évidemment, on peut trouver chez le psychologue. D'abord, il y a une première chose, c'est s'assurer, et là je pense que c'est le cas puisqu'on a tous les examens, et finalement dire il n'y a pas de pathologie organique. C'est vraiment extrêmement important pour arrêter les examens complémentaires, parce que ça peut être une inflation juste pas raisonnable et qui renforce finalement la famille dans la pathologie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Là, il y a un élément quand même qui est important, c'est l'ambiance familiale. Et puis la déscolarisation. Donc c'est vrai que chez ces jeunes filles en général, on propose une hospitalisation, pas très longue, hein, quelques jours pour faire le point, parce qu'on a des psychomotes et tout ça qui sont extrêmement bien. Ça permet de faire une parentectomie, si j'ose dire, donc d'avoir un petit peu toute seule, de faire une prise en charge, comme on dit, psychocorporelle, si elle est possible et entendue par la famille. Et si ce n'est pas entendu par la famille, à ce moment-là, on fait une proposition d'internat médicalisé de quelques mois. Et franchement, ça peut aider énormément à faire sortir les choses. Et c'est ce qui a été proposé chez Ava. Donc finalement, ces syndromes douloureux chroniques, quand est-ce qu'on parle de ça? Il faut qu'on ait une persistance ou une récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée. Elle, il y avait quand même une chute, mais on est 3 ans après, ça commence à faire beaucoup. Ou une réponse insuffisante au traitement, ou une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles du patient dans ses activités, etc. En général, nous, en consultation, quand il y a un fauteuil roulant, je peux vous dire, même avec mes collègues, on dit tous, j'espère que ce n'est pas pour moi. Parce que je sais que je vais passer une vie à la consultation et qu'on va tourner en rond, etc. Et que c'est certainement pas une enfant qui a une polyarthrite ou quoi que ce soit. C'est pratiquement toujours ces histoires-là. Hein, donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre en compte. Ils sont en énorme demande. Mais voilà, on n'est pas... Alors, quelles sont les causes? Donc, les causes post-traumatiques, ça peut être l'algodystrophie, ça peut correspondre à une vraie algodystrophie, les maladies inflammatoires chroniques, les maladies constitutionnelles, donc les collagénoses, l'hypermobilité, c'est un point d'interrogation, les migraines. Ça peut être aussi un syndrome subjectif post-traumatique, le conflit familial, le harcèlement scolaire, Internet, malheureusement, c'est à l'ordre du jour, les abus sexuels, ça ne sort pas tout de suite, il faut parfois des années. La dépression, psychose, anxiété ou le Munchausen par procuration, tout ça sont des sujets très intéressants que je vous balaye comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, toujours pareil, examiner son patient, voir l'histoire familiale, rechercher les causes de la douleur, etc., faire l'auto-évaluation, avoir un suivi de l'évolution, rechercher le retentissement social, scolaire, professionnel, etc., voir tout ce qui a été fait comme bilan, en général, il y en a eu beaucoup avant qu'ils atterrissent chez nous, et rechercher effectivement le trouble anxieux. Alors juste un tout petit mot sur ça, parce que je pense aussi que vous avez souvent des questions par rapport à l'hypermobilité. C'est quelque chose qui est très fréquent, voire physiologique en pédiatrie, et ça peut recouvrir quelque chose qui est absolument très banal, non syndromique. L'enfant qui est ici en bas, il venait me voir en consultation pour une toute autre raison, et vous voyez qu'il était très hyperlaxe, alors que celui d'au-dessus avait un syndrome génétique d'Addis-Chenet, peu importe, où l'hyperlaxité, en fait, rentrait dans un syndrome polymalformatif. Donc, elle se mesure grâce à l'échelle de Becton, mais sachez que pour les enfants, eh bien, il faut des scores très élevés avant de parler d'hyperlaxité réelle. Alors, par contre, les conséquences sont extrêmement variables. Chez les enfants d'âge scolaire, il y a au moins 20% des enfants d'âge scolaire qui sont hyperlaxes et qui se plaignent de rien du tout, qui ne le savent pas donc. Mais chez certains, il peut y avoir des gonflements articulaires qui sont d'origine mécanique, des lombalgies, des entorses, des douleurs du pied, des douleurs des genoux, une instabilité, des douleurs dites de croissance, ou alors des syndromes douloureux diffus, c'est ceux que les associations des lers dans l'os appellent les lers dans l'os, machin, mais qui en fait ont rien, bon, et des syndromes d'amplification de la douleur. Donc quand même retenir que quand même en pédiatrie, c'est fréquent, voire physiologique et asymptomatique. Hein, donc
Faire attention à ça. Donc, l'enquête diagnostique, on arrive à la fin. Donc, vous voyez que l'examen clinique est essentiel. De toute façon, on est pédiatre, on examine les enfants, on le sait. La sémiologie de la douleur, parce qu'effectivement, les douleurs inflammatoires prêtent quand même beaucoup plus à exploration que celles qui ne le sont pas. Et l'évolution dans le temps, si ça s'aggrave dans le temps, il faut quand même toujours faire attention. Le diagnostic peut être évident à ce stade, hein, c'est une polyarthrite, etc. Voilà. Les examens de première intention, soyez économes, parce que la recherche de l'inflammation, c'est quand même la base de tout, hein, quand même. S'il n'y a pas d'inflammation, et un examen normal, on est déjà très rassuré quand même. Hein. Bon, les vraies histoires, il y a en général au moins un de ces deux éléments qui n'est pas normal. Et la deuxième intention, ça sera en fonction du contexte. Donc, en résumé, les polyarthralgies, si j'ai des douleurs de siège articulaire, je vais rechercher de l'inflammation. Si elle est absente, je cherche d'autres causes, hein, parce qu'il peut y avoir des maladies métaboliques, il y a de nombreuses causes d'arthropathie quand même. Si elle est présente, je recherche une infection ou le rhumatisme articulaire aigu. Je ne l'ai pas dit parce que nous, on n'en voit pas à Paris, mais ici, peut-être effectivement. Mais comme vous le savez, ces enfants ont de l'inflammation biologique. Hein. Et puis, si c'est périarticulaire ou osseux, toujours on aura le même raisonnement. S'il n'y a pas d'inflammation, on va plutôt aller vers la fibromyalgie, les myopathies, les hyperlaxités, etc. Si elle est présente, vers d'autres maladies comme l'ostomyélite récurrente multifocale, que je vous ai montré tout à l'heure, les myosites, etc., la drépanocytose. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.